Envoyez vos SMS à la libre antenne d'Europe 1 au 7 39 21. 65 centimes plus coût du SMS. Elle accompagne vos nuits. La libre antenne, Catherine Blanc sur Europe 1. Bonsoir à tous, je suis très heureuse de vous retrouver ce soir sur cette libre antenne d'Europe 1. C'est au 39 21 que 2h30 durant, j'accueillerai et éclairerai en direct vos interrogations, vos doutes, vos inquiétudes et peut-être même vos peurs. Car vous savez, personne n'échappe à la règle. Avancer dans sa vie s'apparente au pas du funambule. À chaque pas, le déséquilibre, nécessaire, certes, mais amplifié par un balancier interne où s'oppose notre élan merveilleux de vie, fait de désir et d'ambition d'une part, et de l'autre nos interdits, nos culpabilités, nos peurs, nos fidélités à notre histoire passée et ceux qui l'ont insufflée. Ainsi, entre ces deux forces qui nous racontent tellement, nous cherchons jour après jour notre équilibre. Et tandis que nous glissons un pied devant l'autre sur le fil, il n'est pas rare de nous retrouver tétanisés à l'idée du pas suivant. Bien sûr, il nous faudrait alors nous faire confiance et patiemment trouver et retrouver encore et encore l'équilibre des forces qui nous animent. Et d'ailleurs, nous y parvenons finalement de temps en temps, voire souvent. Mais si cette confiance est défaillante ce soir, ou ces temps-ci, parce que votre situation manque de la compréhension propice au nouvel élan, eh bien je suis là, à votre écoute. Certes, tout aussi funambule que vous, mais à suffisamment bonne distance de votre histoire et de votre chemin pour vous aider à dénouer les tensions internes qui vous encombrent ou vous paralysent. Mais peut-être préférez-vous rester tout simplement auditeur et écouter ces histoires qui ne sont pas les vôtres pour les laisser résonner avec ceux qui vous parlent que trop. Et qui sait, peut-être réagir avec bienveillance vis-à-vis de ceux qui se risquent à cet échange par un SMS au 7 39 21 en faisant précéder votre message du mot nuit. Vous avez également la possibilité de l'envoi d'un mail www.europe1.fr, rubrique La Libre Antenne. À la réalisation ce soir de cette émission, Fifi pour les intimes et au standard pour vous accueillir. Dans vos premiers mots, les très attentionnés Amandine et Paul vous attendent. Et bien voilà, c'est parti, c'est votre libre antenne au 39 21. Europe 1. Laissez vos messages à la libre antenne d'Europe 1 au 39 21. 50 centimes la minute. Bonsoir Angèle. Bonsoir. Alors, dites-moi, bienvenue sur cette libre antenne, dites-moi ce qui vous amène. Eh bien, ce je voudrais parler, ce dont je voudrais parler, c'est d'une problématique que j'ai. Je suis donc en instance de divorce. Oui. Mon mari est parti il y a 3 ans de la maison, mais dans des circonstances un peu particulières. Donc, depuis, moi je suis en retraite, depuis qu'il est parti d'ailleurs, c'était mon cadeau de départ en retraite. Vous avez 65 ans, c'est ça Angèle? Oui, j'ai 65 ans. Et en fait, je voyais bien qu'il y avait des soucis professionnels puisqu'il était indépendant. Oui. Mais je ne me doutais pas du cadeau qu'il m'aurait offert pour le départ en retraite. Puisque j'ai découvert une maîtresse, des problèmes financiers, il devait près de 60 000 euros au fisc, il devait beaucoup de RSI, il m'avait mis co-responsable, responsable de ses dettes, tout ça, il m'avait tout caché. Et j'ai découvert tout ça tout d'un coup. Après combien d'années de mariage, Angèle?
37 ans. D'accord. Et en fait, je voyais qu'il se sauvait, qu'il allait pas bien. Il me disait que il fallait qu'il sauve sa peau, qu'il allait partir sans laisser d'adresse. Je me posais des questions. Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qui va pas? Nous, on était un couple normal, plutôt jugé couple modèle dans notre quartier. Et puis, je voyais qu'il déraillait, mais je comprenais pas. Et en fait, comme il n'arrivait pas à faire ses déclarations fiscales de société, ça faisait 4 ans qu'il ne les faisait pas parce qu'il n'arrivait pas à faire sa comptabilité. Il avait 9 ans de comptabilité en retard. Et il avait un loisir, il était dans une association de spectacle. Donc, il s'enfonçait un peu plus. Il était toujours absent, il était pas absent beaucoup le week-end. Il avait des nocturnes. Et d'un coup, la dernière année, là, des nocturnes, des assemblées générales qui terminaient à 4 heures du matin. Enfin, mais c'était tellement convivial. Ça commençait à m'alerter. Et en plus, entre-temps, j'ai récupéré maman qui avait fait un AVC pendant près d'1 an à la maison en attendant de trouver une maison de retraite. Donc, j'ai vraiment eu une période où ça a été un vrai tsunami de découvrir tout ça. Et là, on en est en ce moment à la phase de divorce. Et le souci que j'ai, c'est que auquel il ne s'est pas soustrait, c'est-à-dire qu'il est bien obligé d'être présent et avec avocat et autres. Donc là, vous vous confrontez, n'est-ce pas? Alors, moi, ce que je lui ai dit, écoute, maintenant, tu as choisi de partir. Il a prié à l'appartement, il est parti. Tu as choisi de partir avec... au départ, j'ai cru que c'était un libertinage. Bon, il allait pas bien, il a eu besoin pour son ego, il a eu besoin de ça. Et je lui ai pardonné. Et en fait, là, à l'époque, quand ça a commencé, je n'avais pas découvert tous les papiers qu'il avait accumulés dans son bureau. C'est-à-dire les recommandés du fisc, pour lequel je ne doutais pas. Ça faisait 25 ans qu'il était en conflit avec le fisc. Sans que vous soyez au courant. Non, je ne savais pas. Il disait, je dois rien, de toute façon, c'était mal fait, je dois rien, puis je dois rester réel, de toute façon, je ne paierai rien. Et j'étais loin de savoir les sommes qu'il avait accumulées avec ses pénalités. Près de 60 000 euros, c'est quand même enragé un peu avant, quoi. Bien sûr. Et puis tout ce qu'il avait empilé, entassé, je comprenais pas. Je comprenais pas. Je comprenais pourquoi il parlait plus. Puis on m'était dit à un moment donné, il pourrait être agent secret. Il ne dit rien de ses journées, il ne dit rien de ce qu'il fait. Il allait à ses répétitions, ses spectacles, il ne disait rien. Évidemment, il ne disait rien et avec sa partenaire. Au début, en plus, c'est quelqu'un qui habite à 100 km de il allait au spectacle, mais au début, elle logeait chez sa sœur. C'était des week-ends. Et puis après, elle a loué un gîte. Alors, bien sûr, c'était pas difficile pour lui. Bien sûr, d'organiser sa vie parallèle. De basculer sur autre chose. Alors, justement, Angèle, pour que je comprenne bien que pour votre problématique et pas la réalité de ce qui s'est passé ou pas passé de son côté, aujourd'hui, quelle est votre difficulté? Alors, il y a d'abord la déconvenue. La problématique que j'ai, c'est cette colère que j'ai toujours contre lui. Bien sûr, je comprends. En fait, à la maison, je me suis aperçue suite à ça que lui, il a toujours trouvé des jobs où il s'absentait, où il était un peu irresponsable de sa famille, toujours parti les week-ends et tout ça. Et en fait, la colère est montée en me rendant compte que j'avais tiré la charrue, j'avais organisé la maison, j'avais entretenu la maison, et on partait en vacances. Il voulait pas partir en week-end. Et du coup, j'ai cette colère de me dire que ça fait des années que je suis avec cet homme et puis qu'il m'a enfermée en me prenant tout et en me donnant rien. En me donnant rien, c'est ça, mais en me donnant peu. Et cette colère que j'essayais de tout mener la maison, de tout faire comme il fallait, et que lui, il fait tout tomber.
Et cette colère, je n'arrive pas à me l'enlever. C'est quelque chose qui est récurrent. Et à la fois, physiquement, je suis toujours amoureuse de cet homme. En fait, je suis amoureuse de son image, son physique. Mmh. Et je suis entre un dilemme pas possible, qui me fait énormément pleurer. C'est, il me fait du mal. Il me fait du mal parce que au moment de la retraite, quand on vous tombe un truc comme ça, vous vous dites, mais moi je me voyais, on a une belle maison, on a un beau jardin, voilà, mes enfants, on devait les aider, voilà, les petits-enfants arrivent, on avait tout pour être équilibré et tout, et il me fait tout tomber. Et là, c'est cette colère, et puis cette colère aussi de me dire, mais en fait, ça fait longtemps que j'ai les signaux et que j'y ai pas répondu, en fait. Enfin, je m'étais dit, c'est un peu les hommes, ils se font plaisir, ils partent les week-ends. Et en fait, ma colère monte. Et puis d'un autre côté, quand physiquement je pense à lui, je suis toujours amoureuse de cet homme. Et là, je pars en larmes. Ça fait 3 ans qu'il est parti. J'ai l'impression que je suis à la case départ, comme si il venait de partir. Alors, et j'arrive pas à sortir de cette histoire, de cette spirale, de cette colère et de cet attachement, cette dépendance à lui finalement. Oui. Alors, justement, vous avez dit des mots qui me paraissent importants, à savoir qu'il a finalement... j'ai le sentiment qu'il a tout brisé, au sens briser votre idéal, briser la représentation que vous aviez de votre vie avec lui, comme si vous n'aviez pas voulu, vous me disiez, voir les signes, comme pour le conforter et vous conforter dans un idéal de vie, de relation de couple, préférant finalement faire un peu l'autruche sur certains de ses agissements, pour nourrir la représentation que vous aviez de lui et de votre relation tous les deux. Et tout d'un coup, découvrir la réalité, découvrir le poteau rose, ce qu'il vous a caché, ou très habilement, ou pas si habilement que ça, mais conforté par vos occupations annexes, ailleurs, et cette idéalisation, et bien tout d'un coup, vous déchantez, puisqu'il n'est plus au rendez-vous de votre construction. Et ça, c'est quand même intéressant, parce qu'on peut tous se poser la question, quelle est la part de nous qui veut vraiment voir qui est l'autre, et la part de nous qui fait rentrer l'autre dans notre scénario. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vous me parlez de son physique. Dites qu'il vous plaît toujours, qu'il est à votre goût. Ça, c'est l'image extérieure. Et comme si vous aviez eu besoin de le remplir de possibilités qui n'étaient peut-être pas les siennes. Angèle ? Oui ? C'est vrai que je m'étais dit, oh là là, il a trop de travail, il est fatigué. Je lui donnais toujours toutes les excuses, en fait, rétrospectivement. Mm-hmm. Et puis, je disais, mais à la retraite, ce sera fini, tout ça. Bon, il sera tranquille, il aura pu aller courir, parce qu'il était parti beaucoup en clientèle. Et en fait, oui, tous les espoirs que j'avais mis sur cette retraite, ce moment paisible et tout ça, oui, c'est un tsunami, quoi. Pour moi, c'est tout cassé, quoi, oui. Et vous voyez... Il disait qu'il ne voulait pas aller en retraite, il disait qu'il n'aimait pas les vacances, que ses vacances c'était son association de spectacle, il me disait qu'il n'aimait pas aller se promener le dimanche, c'était... je ne veux pas vous dire son expression, c'était une expression qui n'était pas très valorisante pour moi, c'était une certaine forme d'humour, quoi. Enfin, il n'avait pas envie de se promener comme ça, comme les gens sur la plage. C'était tellement... non, aller se promener, non, c'était pas de son niveau, quoi. Et alors, c'est ça, donc, finalement, quand vous regardez rétrospectivement, il est intéressant, Angèle, votre témoignage, puisque ça permet à chacun des auditeurs et des auditrices aussi de se questionner sur
la différence qu'il y a entre qui est l'autre et aimer l'autre pour ce qu'il est dans sa réalité et l'aimer pour ce qu'on voudrait qu'il soit pour nous, ou de réparation, ou de ce qu'il soit pour nous pour demain, où on se projette, quitte à oublier de vivre pendant ce temps, quitte à oublier de développer sa propre personnalité, développer ses propres aptitudes. Que se passait-il pendant ce temps, pendant que vous rêviez votre vie de demain avec lui, ou votre vie de l'instant avec lui? Que se passait-il pour vous? Vous me disiez, finalement, j'ai un peu porté tout mis en œuvre, comme si vous n'y aviez pas trouvé votre satisfaction, si ce n'est la satisfaction de payer le bonheur à venir avec lui, mais projeté selon votre idéal et pas ce qui était nécessairement possible pour lui. Et vous voyez, dans votre cas, vous avez le désenchantement qui vient parce que vous découvrez qu'il a une vie parallèle, vous découvrez qu'il investit d'autres choses que sa vie de couple et sa vie dans votre foyer. Mais dans d'autres cas, pour d'autres couples, c'est parce que l'autre meurt, c'est parce que l'autre tombe malade. Le désenchantement, il existe de façon multiforme. Si on projette son avenir avec l'autre selon les codes les rêveries, les contes que nous nous racontons et que nous projetons sur l'autre, et sans vivre l'ici et maintenant, et avec l'autre et avec soi-même, et ce qui est important à développer, c'est-à-dire que votre vie, je crois qu'une part de votre colère est bien sûr à son intention, mais elle est aussi contre vous, et c'est pour ça qu'elle est dangereuse et périlleuse pour vous, parce que vous vous en voulez certainement de ce que vous ne serez pas et ce que vous n'avez pas été par manque de développement. Oui, et où je m'en veux, je me dis, mais pourquoi tu lâches pas l'affaire? C'est-à-dire pourquoi toujours dans ce... C'est comme si vous... C'est comme si vous pensiez encore que le rêve allait gagner sur la réalité. Vous lâchez pas comme si vous ne vouliez pas accepter le réel, parce que accepter le réel, c'est certes extrêmement douloureux, et je comprends votre colère, c'est extrêmement douloureux, mais ceci étant, c'est parce que vous accepteriez ce réel de ce qu'est cet homme que vous ouvrez la liberté, non seulement de vous proposer une jolie vie, mais aussi de vous permettre des rencontres et de ne pas réduire l'homme de votre vie à celui-là. Parce qu'à tous les âges, on peut rencontrer avec délice quelqu'un en qui avoir confiance, et confiance pour l'ici et maintenant, parce qu'encore une fois, l'autre peut décéder, l'autre peut tomber malade, l'autre peut partir, ou l'autre peut encore vous tromper. C'est pas pour autant qu'il faut être sur la défensive, parce que on projetterait maintenant, à défaut d'avoir projeté un idéal, on projetterait un impossible. C'est vivre dans l'ici et maintenant. Or pour ça, il faut que vous vous désencombriez de cette volonté de contrôler la situation par le biais du rêve sur le réel. Vous comprenez, Angèle? C'est ça ma problématique. C'est comment partir dans une autre direction. En fait, je suis toujours avec la colère et je lui en veux. Bien sûr. Comme vous dites, parce que je me suis tellement projetée. Exactement, Angèle. Sur un avenir, mais au quotidien. Bien sûr, Angèle. J'assumais ma vie de famille, donc c'était simple. J'assumais tout pour que ça se passe bien. Et je me dis, lui, il a tout cassé, ce que passait à faire, quoi. Alors, on fait une toute petite pause, puis je vous reprends tout de suite, Angèle. Je suis à vous tout de suite. Laissez vos messages à la libre antenne d'Europe 1 au 39 21, 50 centimes la minute. Elle accompagne vos nuits. La libre antenne, Catherine Blanc sur Europe 1. Et je vous rappelle le numéro, le 39 21, si vous voulez nous joindre. Et nous retrouvons Angèle. Angèle, vous êtes toujours là? Oui, je suis là.
Voilà, donc pour ceux qui nous rejoignent maintenant, juste rappeler 2-3 mots de ce que vous me disiez, à savoir toute la difficulté que c'est de pouvoir découvrir que la personne avec laquelle on vit depuis 37 ans s'avère ne pas être à l'image de ce qu'on avait rêvé, projeté pour son présent et surtout pour son avenir, et la colère que cela suscite chez vous parce qu'un trop grand décalage, comme je vous le disais, certainement un trop grand décalage entre cette rêverie et la réalité, et puis aussi parce que vous vous en voulez peut-être certainement de devoir ou faire face à ce réel, ou vous êtes empêché d'une certaine manière à vivre, empêché de construire, de bâtir des choses pour vous, indépendamment de cet homme, de ce mari, et qui fait qu'aujourd'hui vous vous retrouvez simplement avec votre rêverie et avec certainement une difficulté d'envisager une autre façon de concevoir votre existence et potentiellement l'ouverture vers d'autres rencontres et voir un autre homme. Vous êtes d'accord? Est-ce qu'avec ce petit résumé? Oui, je suis d'accord, oui. Voilà. Alors, pardon de vous avoir tout à l'heure interrompu brutalement pour les publicités et le journal. Ce que je voulais rajouter avant de passer à un autre auditeur, Angèle, c'est que quand on est dans une telle situation, ça pose plusieurs questions. D'abord, pourquoi je veux rêver ma vie plutôt que de la confronter, et qu'est-ce qui me fait peur dans le fait de d'écrire mon existence et qui fait que j'ai quelque part mandaté un mari pour à mon insu bien sûr, c'est inconscient tout ça, mais mandater un mari pour une vie qui serait pour le après. Vous voyez, la vie c'est aujourd'hui. Et qu'est-ce qui serait aujourd'hui? Vous avez 65 ans, il y a des tas de choses formidables à vivre, vous êtes pleine d'énergie sans doute, plutôt que de la gaspiller à cette colère. Écoutez, je suis pas quelqu'un qui suis renfermé, j'ai beaucoup d'activités, je fais du sport, je fais de la marche nordique, je peins, je sculpte, j'avais mes activités personnelles aussi, j'ai quand même beaucoup d'amis, mais c'est vrai que quand je ne partais pas en vacances sans mon mari, je ne voulais pas faire des choses sans mon mari. C'était important pour moi qu'on se retrouve au moment des vacances. Ce qui se conçoit parfaitement, si ce n'est quand même que lui s'accordait considérablement des espaces en dehors de vous. Oui, mais la difficulté qu'on a eue depuis le départ, c'est que moi je me suis aperçue, par exemple, je me dis, mais comment a-t-il pu casser une famille avec les enfants et les petits-enfants qui arrivent, là, puisque mes enfants sont maintenant à l'âge d'avoir des enfants. Et bien, rétrospectivement, maintenant, je me rends compte que quand j'ai eu mes enfants, je lui ai demandé s'il voulait des enfants, et il m'a répondu, c'est toi qui vois. En fait, depuis le départ, il ne tenait pas à avoir des enfants. Alors, évidemment, une fois que les enfants... Moi qui ai voulu avoir des enfants, mais lui, non. En fait, moi, j'étais sa maîtresse, et il se contentait très bien de sa maîtresse, il serait bien resté sans enfant. Oui, donc il y a alors évidemment, je voudrais juste mettre un petit bémol, c'est que un homme ou une femme d'ailleurs qui ne veut pas d'enfants, c'est pas ces enfants-là, qui n'a pas le projet d'être parent, d'être père en l'occurrence, et il vous a laissé la responsabilité de cet engagement. Donc il y a quelque chose d'assez immature, bien sûr, chez lui, une difficulté à se confronter lui aussi d'ailleurs au réel de ce que c'est que d'être auto-entrepreneur ou chef d'entreprise et de devoir payer des taxes, faire toutes les démarches administratives nécessaires au bon fonctionnement d'une société. Manifestement, c'est difficile pour lui. Il est plutôt dans la jouissance des choses, la jouissance de son métier et la jouissance de la relation, là en l'occurrence extra-conjugale ou avant avec vous. C'est-à-dire qu'il est dans le principe de plaisir et pas dans le principe de réalité. Et il a du mal à s'y confronter. Et certainement que cette défaillance chez lui correspondait aussi un peu à quelque chose, parce que vous avez pris des engagements, notamment construire cette famille, mais d'une certaine manière aussi avec une sorte de rêverie, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, quant à cela, parce que la confrontation avec faire un enfant ou des enfants avec un homme qui n'est pas prompt à prendre sa place de père, à être là, eh bien c'est aussi ce que vous vous êtes un peu imposé, ce qui
ne veut pas dire... Sans m'en rendre compte, je m'en suis Bien rendu sûr, compte. bien sûr. Quand les enfants étaient là, je me suis rendu compte que cet homme-là, il ne s'en occupait pas. Il était toujours présent, mais superficiellement. Mais il ne chahutait pas avec ses enfants, il ne jouait pas avec ses enfants, il n'allait pas les accompagner dans leurs activités. C'était toujours moi, apprendre à faire du vélo. Même au bord de la mer, quand ils étaient petits, il n'allait pas leur prendre la main pour aller dans l'eau. Il mettait sa serviette et puis il bronzait. Moi, je courais après les 2 enfants, mais lui, il voyait pas qu'il fallait qu'il n'assumait pas son travail de père, quoi. Déjà, dès le départ. Voilà. Et alors, et ce qui est vraiment, et là, c'est encore une fois, ça doit résonner chez nombre de nos auditeurs, c'est-à-dire que on ne regarde du monde que ce que l'on veut voir en un temps de notre vie pour X raisons, parce que ça sert d'autres causes chez nous. Et donc tout ce que vous savez lire maintenant a posteriori, vous ne vous permettiez pas de le lire ou d'en tenir compte ou d'en faire une compréhension de ce qui était à faire ou ce qu'il aurait fallu rectifier ou en tout cas mettre en évidence pour pouvoir éventuellement, le cas échéant, vous protéger et protéger vos enfants d'ailleurs. Mais voilà, c'était certainement un homme dans la grande difficulté de sa position paternelle, de façon évidente, très immature dans ses engagements raisonnables, par contre une grande facilité à ses plaisirs personnels. Et aujourd'hui, évidemment, c'est peut-être réfléchir d'abord, puisque vous êtes une femme énergique qui avait plein d'activités, ça c'est une chose formidable, tant mieux. Heureusement que vous n'êtes pas restée en attente de tout au long de votre existence avec lui. Heureusement, il y a cette énergie-là. Mais la question, c'est justement vous poser, vous interroger sur qu'est-ce qui fait que j'ai choisi cette immaturité-là et de quoi aurais-je besoin aujourd'hui, moi. Qu'est-ce que j'aurais besoin de construire moi pour lâcher ce truc qui est la colère, comme la colère d'un enfant qui n'a pas ce qu'elle veut. Vous voyez, c'est-à-dire que lâcher la colère qui fait que je peste et je tempête jusqu'à obtenir, comme le ferait un nourrisson d'une certaine manière, alors qu'aujourd'hui, de toute façon, force est de constater que il n'y a pas de retour possible de cet homme et encore moins de retour dans une conscience d'adulte responsable, et que vous gâcheriez, vous feriez beaucoup de mal à attendre encore et encore. J'ai cherché ça, oui. Oui. J'ai cherché à retrouver le père de mes enfants. Bien sûr. Que la famille se retrouve. En plus, cette maîtresse qu'il a eue au début, moi je me suis dit c'est un libertinage, donc je lui avais pardonné en me disant ça va pas, non. Et en fait, je crois que j'ai été d'autant plus surpris que il est parti sans laisser d'adresse, sans répondre à mes SMS. Ce qui ne veut pas du tout dire qu'il puisse construire mieux avec cette autre femme, parce que peut-être c'est tout simplement de ne pas avoir de responsabilité et simplement répondre à l'écho des plaisirs uniques qu'il cherche, et que si d'aventure cette femme le réinscrivait dans le réel, d'un principe de réalité, ça lui serait certainement tout aussi pénible et difficile. Je pense qu'il a besoin de femmes qui sont des maîtresses. Absolument. Mais des femmes où il peut se sauver quand il fait pas ce qu'il a à faire, il fuit. Bien sûr. Et il ne vit pas avec cette nouvelle femme. Ils habitent séparément. Et d'ailleurs, il n'habitera jamais avec cette femme. Parce que, en plus, d'après les échos de mes enfants, elle est très autoritaire. Et donc, Peut-être avait-il besoin d'une maman autoritaire comme l'enfant qu'il était, mais qu'il a besoin de fuir par ailleurs. C'est-à-dire qu'à la fois il est comme un enfant qui cherche une maman, et puis à la fois il ne cesse que de partir et d'aspirer à une liberté idéalisée, parce que ça n'existe pas, la liberté de faire tout et n'importe quoi en dehors de nos responsabilités. Voilà, je pense qu'il est resté 37 ans avec moi, c'est justement parce que je lui apportais quand même en partie ça. Bien sûr, vous lui apportiez le cadre et à la fois la possibilité de la liberté. Mais une fois qu'il a eu fait ses bêtises, du coup, il s'est dit, oh là là, mais quand elle va voir tout ça, et puis du coup... oui, il est comme un enfant qui n'a pas fait ses devoirs. Exactement, il est comme un enfant qui n'a pas fait ses devoirs et qui
qui attend jusqu'au dernier moment, et puis la panique vient, et du coup, il est contraint à l'école buissonnière. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, il s'est exclu lui-même. Comme il avait fait des bêtises, il est parti en fuite. Puis il a essayé de trouver quelqu'un, une autre maman. Mais c'est vrai que moi, c'est très douloureux pour moi, parce que moi, je n'ai connu que vraiment l'homme que j'avais choisi pour finir mes jours, pour ma famille, pour le grand-père des petits-enfants. Et puis, c'est très, très déstabilisant. Mais bien sûr, et on le comprend, mais vous voyez ce que vous venez de dire, Angèle, c'est pour finir mes jours. On n'écrit pas son histoire pour finir, on écrit son histoire pour écrire. Je vous souhaite une très bonne soirée, Angèle, et je vous remercie de votre témoignage qui aura tout lieu de faire réfléchir d'autres sur leur relation de couple. Très bonne soirée à vous, je vous en prie. Bonne soirée à vous. Laissez vos messages à la libre antenne d'Europe 1 au 39 21, 50 centimes la minute. Sur Europe 1, Catherine Blanc vous écoute et vous accompagne. Et avant d'écouter Pierre, un message pour Angèle. Sachez, Angèle, que vous avez été fortement encouragée par René, Bernard et encore Natache, qui vous invitent à la vie, à construire votre vie et à laisser cet homme très enfant derrière vous. Voilà. Bonsoir, Pierre. Bonsoir, Catherine. Alors, dites-moi, que me racontez-vous ? J'appelais pour... d'abord, merci de me recevoir. Et puis, j'ai appelé parce que, je suis musicien. J'ai joué pendant 35 ans, j'ai fait des bals, des concerts, etc. Mais je ne connaissais pas le solfège, je jouais d'oreille. D'accord. Uniquement. Donc, si vous voulez, je ne savais pas ce que je faisais sur mon instrument, vu que c'était l'oreille qui fonctionnait. Et là, il se trouve que depuis 5 ans, je me suis mis à apprendre le violon. Parce qu'avant, quel était votre instrument, pardon ? Guitare. Guitare, d'accord. Toutes les guitares, oui, voilà. Et guitare essentiellement. D'accord. Et depuis 5 ans, je me suis mis à étudier le violon. Mais par contre, je me suis fixé des conditions qui ne sont pas celles avec lesquelles j'ai appris la guitare. C'est-à-dire que j'ai laissé tomber l'oreille et j'ai suivi des cours de solfège et des cours de violon. Donc, si vous voulez, maintenant... sans prétention, mais je connais la musique, je connais le solfège, et je sais ce que je fais sur mon instrument. Voilà. Et il se trouve, je joue tous les jours, bien entendu, j'écris quelques petites œuvres, à mon niveau, bien sûr. Et alors maintenant, la nouveauté, là, c'est que je ne peux plus jouer normalement. Donc le violon, c'est un instrument acoustique, qui fait du bruit comme une guitare, quoi. Bien sûr. Et qui résonne. Et maintenant, je ne veux plus qu'on m'entende. Alors, il se trouve que, entre-temps, j'avais acheté un violon électrique, d'une part parce qu'il me plaisait, et d'autre part parce qu'un appartement, quand je n'étais pas chez moi, un appartement, il me permettait de travailler sans me déranger le voisinage. Et ce qui vous ennuie, c'est qu'on vous entende chez vous, mais pas en concert ou pas dans un cadre. Voilà, c'est dès que vous êtes. Ça me gêne pas. D'accord, c'est quand vous êtes en train de travailler votre instrument, c'est ça ? Oui, travailler ou prendre du plaisir tout seul avec votre instrument. Oui, tout à fait, oui. D'accord. Alors, je vous avoue que je n'y comprends pas grand-chose parce que donc ça fait 5 ans que j'ai commencé. Je travaillais normalement au violon acoustique. On m'entendait, mais j'avais dit à une copine, tu sors, tu fermes la porte, voir si on m'entend. Elle me dit, on entend un peu, mais de toute façon, il n'y a aucune nuisance. C'est pas dans ce... voilà. Mais c'est moi, c'est dans ma tête. Là, maintenant, je ne veux pas qu'on m'entende. Et quand vous jouiez à l'oreille, sans connaissance du solfège, vous pouviez jouer et qu'on vous entende sans que ça ne vous pose de problème ? Oui. D'accord. Oui, à tel point que... moi, j'ai commencé la guitare à l'âge de 15 ans, et donc de 15, et j'ai fait mon premier orchestre à 20 ans, et à partir de mes 20 ans, ça n'a pas arrêté, j'ai arrêté les orchestres, les groupes, tout ça, j'ai arrêté en 2005, donc ça fait à peu près 35 ans, et donc j'en reviens à mes 15-20 ans,
Non, au contraire, ça me dérangeait pas qu'on m'entende. Et si vous voulez, je n'avais pas les moyens de me payer à l'époque une guitare électrique et je m'en étais bricolé une avec comme amplificateur, un tourne-disque, un poste de radio, en fait, etc. Et il y avait les voisins, évidemment. Mais là, c'était dans un appartement quand même. Un appartement qui n'était pas bien insonorisé. Et là, effectivement, les voisins, ça rouspétait un peu, quoi. Mais après, là, si vous voulez, il n'y a aucune raison, parce que j'habite une maison, individuelle, je vois pas... moi, je crois que c'est je vois ce qui se passe. Alors, et c'est d'ailleurs pour ça que je vous appelais, que je tentais de... D'accord, eh bien on va tenter de comprendre tous les deux ce qui se joue là-dedans. Parce que je trouve ça passionnant, moi aussi, je suis très curieuse d'essayer de comprendre ce qui se passe. Parce que finalement, ce que vous êtes en train de dire, on ne peut pas l'écouter, j'allais dire, comme en prenant les mots comme vous les racontez, comme argent comptant. Il faut voir quelle est la symbolique qui est là derrière, parce que sans symbolique, on ne comprendra pas, puisqu'à priori, il n'y a pas de raison, en effet, d'avoir pu jouer et d'être entendu, et de ne plus pouvoir jouer et d'être entendu. Donc c'est dans la façon que vous avez de formuler une situation et une autre situation qu'il nous faut essayer de démêler l'histoire. Oui. Alors, déjà, ce que je trouve intéressant, c'est que vous disiez, concernant votre première vie de musicien, on va parler de la première et de la deuxième, de votre première vie de musicien où vous jouiez à l'oreille, vous disiez, je ne savais pas ce que je faisais sur mon instrument, alors que maintenant que j'ai appris le solfège, je sais ce que je fais. Et ça, c'est intéressant, comme si, dans la mesure où je ne savais pas ce que je faisais, tout pouvait s'autoriser, et à compter du moment où je sais ce que je fais, et de fait ce que je ne fais pas, c'est-à-dire qu'avant, quand je faisais à l'oreille, je faisais comme je le ressentais, alors que maintenant, je le fais en application d'une lecture d'une partition. Oui, absolument. Donc, ce qui veut dire que maintenant, vous avez plus conscience que jamais des fautes que vous feriez par rapport à avant où vous cherchiez à faire vibrer l'instrument tout simplement sans vous enfermer dans les codes d'attente de la partition. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, tout à fait. Donc, ce qui est intéressant, c'est que finalement, c'est comme si à partir du moment où vous êtes en conscience, se révèle à vous la culpabilité d'être fautif potentiellement, ou au contraire, je vais employer un mot peut-être un peu démesuré, mais jouissif dans votre plaisir à jouer votre instrument. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous jouez bien ou mal, vous êtes en conscience de vous régaler à votre jeu, ou vous êtes en conscience de la faute que vous feriez. Alors qu'avant, vous étiez... De la faute, non. D'accord. De la faute, non, parce que si vous voulez, je vous dis, le violon, je le travaille depuis 5 ans et je ne serai jamais violoniste. Je ne le fais uniquement que pour mon plaisir. Je le fais très sérieusement et très scrupuleusement. Et donc, c'est du pur plaisir, quoi. Je le fais par pur plaisir. Parce que je n'ai aucune illusion, je ne serai jamais violoniste. Ce n'est pas possible. Il faut commencer bien plus tôt. Bien sûr. Donc on est d'accord que c'est plutôt alors sur la partie du plaisir que vous y prenez qui est compliqué pour vous d'être entendu, prenant du plaisir et en conscience du plaisir. C'est-à-dire c'est un peu comme si avant vous étiez dans un plaisir, j'allais dire diffus, mais parce que vous, j'allais dire, grattiez la guitare en quelque sorte. Oui, tout à fait. Et là, vous êtes dans une application de faire et de jouir d'une capacité, qui plus est une capacité nouvelle parce que nouvel instrument, et puis nouvelle connaissance que vous étiez jusqu'alors interdit. D'ailleurs, vous avez dit j'ai abandonné l'oreille. J'ose espérer que vous n'avez pas abandonné l'oreille, parce qu'il en faut quand même. Ah non, l'oreille on la perd pas. On la perd pas. D'ailleurs, elle me joue des tours. Parce que pourquoi ? Dites-moi, qu'est-ce qu'elle vous fait, votre oreille ? Eh bien, elle me joue des tours parce que quelquefois, l'oreille l'emporte sur la partition. Tant mieux qu'elle se permette de temps en temps de s'exprimer aussi. Bien sûr. Alors, quand vous jouez en concert ou quand vous jouez pour des gens, peut-être que vous ayez besoin de respecter la partition est une chose, mais vous pouvez aussi vous permettre des écarts quand c'est pour vous. Mais bon. Oui. Et c'est pour moi, bien sûr, mais je vous dis, c'est pour le plaisir, et en quelque sorte, un peu, je fais ça, j'ai appris le solfège et j'ai travaillé, entre guillemets, intelligemment par rapport à la guitare, j'ai travaillé le violon intelligemment,
En quelque sorte, c'est une façon un peu de rattraper le temps perdu ou de remettre les pendules à l'heure. Alors vous voyez, là aussi, c'est incroyable le vocabulaire que vous employez, puisque vous dites, j'ai travaillé par rapport à la guitare, j'ai travaillé intelligemment mon instrument qui est le violon. Donc c'est comme si vous opposiez l'intelligence d'un côté et le pulsionnel de l'autre. C'est-à-dire qu'avec la guitare, vous avez joué de façon pulsionnelle, intuitive, et avec le violon, vous avez travaillé de façon intelligente. Et donc, comme si tout d'un coup, cette intelligence qui se voudrait très docte, très sage, etc., s'avère être quand même une grande source de plaisir. Et c'est comme si tout d'un coup, ce plaisir était fortement coupable. Parce que conscient, alors que quand c'était pulsionnel, c'était un petit peu comme un chien fou, en quelque sorte. Alors que là, comme un jeune chiot fou, vous voyez. Et là, tout d'un coup, c'est comme si vous y avez mis beaucoup de cerveau, beaucoup d'intelligence et donc beaucoup de conscience de vous et conscience du plaisir que vous éprouvez. Et c'est comme si, en fait, vous étiez aujourd'hui rattrapé par une sorte de culpabilité au plaisir que vous avez, dont à votre insu, d'autres seraient témoins. Et qui, comme un plaisir solitaire, pardonnez-moi la comparaison, mais comme un plaisir solitaire qui serait coupable, et qui fait qu'il y a une sorte de gêne, une gêne des sons qui sortent de vous. Vous savez, on retrouve souvent ça quand des gens apprennent le chant, eh bien sortir des sons. Alors ils essaient tant bien que mal de chanter juste, de chanter pur en quelque sorte. Et quand le son sort de façon pure, il y a presque une intimité énorme qui vient de s'exprimer et qui les place face à une difficulté d'assumer la réalité de cette intimité. C'est comme si là, vous aviez réuni le côté pulsionnel et le côté intelligence, comme si vous étiez privé de cette intelligence de la musique jusqu'alors, que tout d'un coup, vous unifiez à la fois le pulsionnel, puisque l'oreille est là et elle est coquine, et en même temps cette intelligence de la partition, et comme si tout d'un coup c'était extrêmement intime, et que ça pouvait vous échapper, que d'autres pouvaient l'entendre, le juger ou en être témoin à votre insu. Non, me juger, non. Me juger, non. Mais pas nécessairement, pas nécessairement négativement. Vous jugez, c'est-à-dire même positivement, c'est-à-dire participer incidemment alors qu'ils ne sont pas invités au spectacle. Donc il y a quelque chose. Alors vous voyez, tout à l'heure, j'osais un parallèle un peu curieux, puisque je disais comme un plaisir solitaire. Il y a quelque chose certainement qui doit résonner peut-être de part et d'autre, mais comme s'il y avait quelque chose de cette intimité d'homme, de cette intimité dans sa capacité à se faire plaisir, à se faire du bien, à créer quelque chose. D'ailleurs, vous disiez, j'écris des petites œuvres, tout à ma mesure, mais quand bien même tout à votre mesure, c'est vous qui. Il y a comme une sorte de jolie pudeur, bien sûr, et d'humilité, bien sûr, mais que je comprends parfaitement, mais une difficulté à accueillir cette liberté. Et vous, musiciens, vous savez combien la musique a besoin de la liberté. Vous, violonistes, vous savez combien le violon a besoin, bien sûr, de l'orthodoxie, de la compréhension de la partition et du maniement de l'archet, mais il faut que tout le corps soit présent. Oui. Autrement dit, je ne m'accorde peut-être pas la liberté de jouer. Absolument. Je crois que c'est pour ça que vous disiez, bon, je serai jamais violoniste parce qu'il aurait fallu commencer très tôt, mais sans savoir par rapport à qui vous le seriez ou pas. De toute façon, il y a quelque chose qui doit participer de la liberté de ce corps et de faire corps avec ce violon, et pas simplement vous coincer dans la partition. Que la partition soit une richesse supplémentaire à votre oreille et à ce pulsionnel dont le musicien a besoin, et pas un enfermement, pas une limite qui vous soit donnée. Et donc, du coup, vous osez pas trop laisser vivre pleinement cela. Je ne crois pas, Catherine. Je pense que c'est uniquement une question d'acoustique. Je ne veux plus être entendu. Et j'aimerais bien savoir pourquoi. Mis à part la raison, il y a 35-40 ans, quand je jouais en appartement,
Oui, mais ça ne vous a pas empêché pourtant. Il y en a plus d'un qui ont rouspété et vous n'avez pas été contraint à quoi que ce soit. Il y avait une sorte de liberté, peut-être aussi propice à la jeunesse où on ne fait pas trop cas de l'autre. Mais voilà, c'est intéressant, c'est assez récent votre travail de solfège, et votre découverte de ce nouvel instrument, qui est un instrument très différent aussi dans ce qu'il raconte de pleurs, de ce qu'il raconte d'émotions différentes. Pas que la guitare n'en raconte pas, ô combien non, bien sûr, mais c'est encore une autre chose, c'est une autre sensibilité. Et peut-être, alors, je parlais du plaisir, c'est peut-être aussi ce que raconte, je viens de parler du pleur que peut représenter aussi le violon. Est-ce que il y a quelque chose qui traduit de vous, qu'il ne faut pas entendre, qui pourtant a besoin de s'exprimer, mais que vous... Oui, je comprends ce que vous voulez dire, oui. C'est-à-dire que, c'est-à-dire que... en jouant, on y met le cœur et on essaie et on y met ses émotions. Quelque chose, bien sûr. C'est tripes, quoi. Mais bien sûr. Je crois pas qu'on puisse jouer d'un instrument, en tout cas, qui puisse faire quelque chose sans y mettre cela. C'est ça la différence entre quelqu'un qui va s'appliquer à faire des notes et quelqu'un qui va jouer. Il va jouer avec toute son âme, tout son cœur et toutes ses émotions. Et peut-être que le violon vous connecte plus, ou peut-être c'est aussi un mélange entre l'instrument et la maturité aussi qui est la vôtre, où on libère des choses aussi avec le temps. On reste moins sur des illusions de soi. Et tout d'un coup, peut-être est-ce ça qui vous met à fleur de peau, qui vous met dans quelque chose de très intime de vous-même et qui craint l'oreille indélicate. Oui. Alors peut-être, puis-je vous conseiller de réfléchir que le choix de cet instrument. Alors vous êtes passé d'un instrument à cordes à un instrument à cordes, mais c'est peut-être pas ça qui vous a fait choisir le violon. Pourquoi le violon? Non, mais c'est tout bête. L'histoire du violon, moi ça se résume en deux faits. Dans ma famille, j'avais une parente, mes grands-parents, qui était violoniste. Dans un grand orchestre symphonique d'une grande ville. Et donc, je savais qu'elle jouait du violon, quoi. Et elle était étonnée que et Pierre, il continue la guitare, et il joue dans les orchestres, il continue, et encore, et encore, et encore. Et oui, on lui répondait. Alors, il y a eu ça, donc cette personne violoniste, mais qui était... d'un niveau élevé, quoi. Vraiment une instrumentiste, quoi, professionnelle. Et d'autre part, la dernière fois que j'ai acheté ma dernière guitare, j'ai été étonné parce que le vendeur, non content de vendre des guitares, il jouait du violon. Alors la première fois, j'ai été simplement étonné. Bon, c'est vrai que ça me plaît le violon. J'aime bien le son à écouter, pas à jouer. J'aime bien à écouter. J'ai toujours aimé. Bon. Et donc ce vendeur jouait du violon. Bon, j'y suis revenu une fois pour, je sais plus moi, faire régler la hauteur du chevalet. Il jouait du violon. J'y suis revenu une troisième fois pour acheter des cordes. Il jouait du violon. On avait sympathisé déjà. Bon, je lui dis, écoute, excuse-moi, mais... alors là, il y a quelque chose qui n'est pas passé parce que, bon, je lui dis, ça fait longtemps que... oh non, j'en fais pas, j'en avais fait quand j'étais môme, et puis voilà. Alors je me suis dit, là, il y a eu un déclic dans ma tête, là, je m'en souviens très bien. Il y a eu un déclic qui s'est passé et je me suis dit, bon, que ce vendeur... de guitare. Oui, de guitare. Joue du violon. Voilà, que ce vendeur de guitare te donne une claque à la guitare, parce qu'ils savent faire. Pour vendre, ils vont mettre en valeur l'instrument. Alors, qui te donne une claque à la guitare, c'est normal. Il est guitariste, toi tu l'aimes un peu moins. Il connaît le solfège, toi tu le connais pas. Mais alors, qui joue du violon comme ça, là, non, inadmissible. Alors, je me suis dit, il y a un truc, et je me suis dit, s'il peut le faire, ben, je peux y arriver. Et je me souviens, j'avais dit à ma compagne, j'avais dit, bon, ben, demain, je vais à un endroit que je connais, je reviens avec un violon. Bon, j'ai eu une chance inouïe, j'ai trouvé un violon pas cher, voilà. Manque de peau, c'était un 3/4. Bon, on a vite rectifié, j'en ai changé, etc. Et voilà, alors le violon, c'est pour ces deux raisons. D'une part, un membre de ma famille qui jouait, et après... qui était la seule musicienne de la famille ?
Oui. C'est la seule référence musicienne de la famille? Oui, parce que ma mère a fait un peu de piano, mais c'était... D'accord. Non, mais c'est la seule qui s'est donnée en spectacle, enfin qui a fait de la scène en quelque sorte. Oui, Voilà. oui, tout à fait, oui. Et donc il y a à la fois c'est une reconnexion avec une image peut-être enfin comment on peut dire une image valorisée par la famille, puisque c'est une personne qui sort du lot en quelque sorte, oui. qui va pouvoir s'exprimer avec son instrument. Et puis après il y a cet homme avec qui vous rivalisez. Alors il a un avantage sur vous à la guitare parce que il a le solfège, et puis tout d'un coup il a aussi ce violon et un besoin pour vous de dire s'il le peut je le peux, donc une sorte de défi de l'homme que vous êtes à lui-même en quelque sorte, en rivalité peut-être avec un homme, peu importe, mais en tout cas donc il y a quelque chose de l'ordre, encore une fois je reviens sur ce que je disais, sur vos émotions et vos émotions d'homme, et avec peut-être toute la difficulté de les accueillir tranquillement, de leur donner une place, de les sentir légitimes, et donc vous faites discret et craignez qu'on vous entende à votre insu. Donc je vous invite, Pierre, à poursuivre votre instrument, en cherchant la liberté de cet homme et de son corps dans la gestion de son instrument et de ses émotions et des émotions qui sont à l'œuvre, puisque comment pourriez-vous jouer sans tourner en rond si vous ne les libérez pas d'une certaine manière, et voir ce qui vous inquiète dans ces émotions. Si vous les interrogez, quelles seraient les émotions qui viendraient et qu'il ne faudrait pas entendre, ou que vous ne voudriez pas qu'on entende, ou que vous ne voulez pas vous-même entendre. Voilà, c'est peut-être des questions à vous poser. Oui. Voilà, d'accord. Pierre, je vous souhaite une... Écoutez, oui. Je vous remercie, Catherine. Mais je vous en prie, je vous souhaite bonsoir. Et merci bonsoir aux auditeurs. On dit bonsoir à tout le monde et merci pour ce témoignage formidable. Je trouve ça très intéressant. Au revoir, merci. Pierre. Au revoir. Laissez vos messages à la libre antenne d'Europe 1 au 39 21, 50 centimes la minute. Okay. Sur Europe 1, Catherine Blanc vous écoute et vous accompagne. Et Anne, c'est à vous. Bonsoir Anne. Oui, bonsoir Catherine, j'ai le cœur qui bat un peu la chamade. Donc... Écoutez, nous sommes deux. Moi, je fais ma rentrée aujourd'hui. Je vous assure que c'est pas facile. Je plaisantais avec Fifi, le réalisateur, en disant que je me dérouillais petit à petit. Mais vous voyez, on y arrive. Alors donc, nous sommes deux. Je vous accompagne. Bien. Dites-moi. Le sujet, en fait, de mon appel, c'était j'ai des soucis avec ma petite, qui a 17 ans et demi. Hein. D'accord. Elle est pas si petite, donc. Non, mais c'est ma dernière. C'est votre bébé, mais il faudra renoncer à la voir comme telle. Donc, avec votre petite de 17 ans et demi, donc, quel est votre souci avec elle? On est en super conflit tout le temps. Là, qu'on a toujours été fusionnels. Je pense que les conflits sont venus aussi. Mais, là, elle est prête à prendre son envol. Moi, je suis dans une situation qui est très particulière. Enfin, financièrement, c'est juste une catastrophe. Donc, elle est inquiète et je pense que tout sort par la colère. Et du coup, il n'y a plus de dialogue et je ne sais pas comment faire pour la rassurer. Je n'arrive pas à me rassurer moi-même. J'arrive pas à trouver le fil, quoi. Alors, dites-moi, quels sont ces... Alors, justement, dites-moi un peu dans ces colères ce qui sort. Qu'est-ce qu'elle exprime? Les dernières paroles étaient très très dures. Elle dit: maman, tu me pourrais la vie et j'ai pas envie de finir comme toi. D'accord. C'est toujours très agréable à entendre. C'est très très violent. Après, par contre, elle est capable de m'appeler à 2h du matin pour: maman, j'ai besoin de toi, et je suis là évidemment. Mais elle est capable de passer du tout câlin à voilà. Et j'ai du mal à gérer ça parce que moi, émotionnellement, forcément, c'est pas marrant. Oui. Et je sens bien qu'elle est prête à se prendre son envol et je sais pas comment. Et donc elle est la dernière qui reste à la maison Ouais, voilà. D'accord. Oui. L'autre est déjà partie parce que vous avez 2 filles, hein, c'est ça? Oui, tout à fait. D'accord. Elles ont 5 ans d'écart. La grande est partie faire ses études. Puis je pense qu'elle attend que ça. Elle a tout en main, mais je sais pas ce qui se passe en fait. Je n'ai pas l'impression de la retenir. Je suis là. Je me sens pas envahissante. Elle est amoureuse, donc je me dis tout va bien, quoi. Alors déjà, vous m'avez donné un petit
un petit mot là qui me met sur une piste, c'est que vous avez eu une... Pas légitime, j'ai pas l'impression qu'elle soit en sécurité avec moi. Alors, vous dites d'une part que elle se sent pas en sécurité avec vous. Vous dites d'autre part que vous avez été très très fusionnelles, toutes les deux. Très. Parce que c'est et qui plus est, c'est votre dernière, donc c'est celle que vous avez gardée peut-être le plus près de vous, en quelque sorte, en votre sein. Et évidemment que vous comprenez que un enfant, quand il se construit bien sûr proche de sa mère, il se nourrit de sa mère, il se nourrit bien sûr des informations par ailleurs, son papa, sa fratrie, puis la société qui l'entoure, etc. Et selon la situation dans laquelle vous vous êtes trouvées, toutes les deux, eh bien la relation s'est faite beaucoup plus fusionnelle, beaucoup plus excluante du reste du monde, peut-être du papa, peut-être du papa, certainement, oui. Il n'était pas présent, c'est ça ? En fait, on s'est retrouvés fusionnels comme ça parce qu'il y a eu un déclencheur. Il nous a tapés toutes les deux. D'accord. Elle avait 11 ans. D'accord. Donc moi, j'ai quitté le domicile immédiatement et j'ai récupéré mes 2 filles. Ma grande était en internat, donc elle a géré différemment. Et ma petite, effectivement, était soudée. Là, c'est vrai que... Donc vous voyez, Anne, que donc dans pareille situation, vous vous êtes retrouvées toutes les deux, vous protégeant votre fille et d'une certaine manière... Et elle me protégeant aussi. Voilà, d'une certaine... Elle a essayé de nous séparer. Voilà, et puis parce qu'elle a joué un peu un rôle comme de doudou en quelque sorte. En étant dans votre relation fusionnelle, vous avez chacune été un peu le doudou de l'autre en quelque sorte. Tout à fait. Or aujourd'hui, elle a 17 ans et elle est face maintenant à une problématique, c'est se permettre d'abord de partir sans se sentir coupable vis-à-vis de vous. C'est ce que je ressens. Voilà, et elle a envie d'aimer un homme, Elle est amoureuse comme tout, c'est pour ça que je vois pas ce qui... Eh bien parce que elle se retrouve dans un conflit de loyauté, vous voyez. Oui. C'est-à-dire que vous avez eu une vie amoureuse malheureuse avec son papa, et elle ambitionne une vie où elle est vue par un homme comme étant aimable et à aimer. Et donc c'est comme si elle réussissait quelque chose que vous auriez pas réussi ou qui n'aurait pas été permis d'une certaine manière. Et donc elle se retrouve avec et l'envie de vous protéger et l'envie de partir, mais avec un conflit de loyauté qui fait qu'elle vous en veut d'être là et donc d'être celle qu'elle devrait protéger encore. Donc vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a d'une part cette colère qu'elle a contre vous parce que si vous n'étiez pas fragile, elle pourrait sans vergogne partir et s'envoler. Et puis d'autre part, vous avez créé une relation très fusionnelle toutes les deux, et donc il faut qu'elle arrive à couper cette relation fusionnelle qu'elle a perçue comme étant une nécessité pour vous, et donc elle ne se permet pas de rompre ce lien-là. Or, le lien, vous savez, avec nos parents, c'est un lien complexe parce qu'il est toujours fait d'un amour infini, même quand les parents sont pas à la hauteur, d'ailleurs. Et à la fois, cet amour, l'enfant a toujours peur que, développant son adolescence et son envie d'être une femme, etc., ça puisse rester coincé, enfermé dans la cellule familiale. Alors, le seul moyen pour que ça puisse sortir de la cellule familiale, parfois, quand l'enfant n'y arrive pas, quand l'enfant n'arrive pas à dire tout simplement, maman, je m'en vais, ou je te rappelle, ou on s'appelle un de ces jours, eh bien, l'idée même de lire sur votre regard ou dans votre attitude un abandon, un sentiment de ne pas vivre des choses extraordinaires, de ne pas être gâtée, quand elle est gâtée par son chef. Après, j'ai pas l'impression de la retenir, mais ma situation est vraiment compliquée quand même. Ben oui, mais bien sûr. Et c'est ça qui est compliqué, c'est que vous n'avez pas le souhait de la retenir. Et je dirais même que si votre situation financière est compliquée, plus elle prendra son envol, plus ça vous déchargera aussi d'une certaine responsabilité. Mais le fait est que elle sent que sa maman ne va pas bien. Et elle se sent coupable de pouvoir aller bien ailleurs et d'être dorlotée par quelqu'un d'autre que sa maman qui jusqu'alors l'a dorlotée et elle vous dorlotait également. Tout à fait. Qu'est-ce que je peux faire, moi ? Alors, déjà, je crois que la première des choses, c'est d'essayer de comprendre pourquoi vous avez vous-même si peu d'estime de votre propre capacité.
Parce que je n'ai pas eu de travail. Et ça, c'est une situation que je ne supporte pas. Que vous n'avez pas de travail, hein, c'est ça Non, j'en ai plus. Oui. Mais suite à des soucis de santé, donc je ne m'en sens pas totalement responsable, mais j'ai bien vu que là, ça... quoi. Moi, je travaille dans le bâtiment pendant 10 ans et j'ai le dos qui est saccagé, donc je change de métier. Oui. Mais ça ne s'invente pas, ça ne se fait pas comme ça en claquant des doigts. Et est-ce que vous avez, alors ça ne s'invente pas certes, maintenant ça se réfléchit pour pouvoir s'acter. Est-ce que vous avez une idée de... Je pose des actes. Oui. J'ai des envies, après c'est pareil, je me sens fragile parce que c'est quand même un deuil à faire aussi, moi, de mon côté au niveau travail. Bien sûr, le deuil peut paraître un peu énorme, mais c'est ce que je ressens vous avez, bien sûr, quand on s'est construit, qu'on a vu son aptitude, on a mesuré son aptitude, le premier des deuils, c'est de voir que l'aptitude d'hier n'est pas celle d'aujourd'hui et que votre corps ne vous permet plus de faire ce que vous pouviez faire. Et vous êtes d'ailleurs toute jeune, vous avez 45 ans. Oui. Hein, je ne dirais pas ça tout jeune. Si, vous êtes toute jeune. Vous êtes toute jeune en tout cas pour avoir une vision de vous handicapée et toute jeune pour vous réduire à ce que vous ne serez plus. À ce que je peux plus faire. Voilà. Je suis en train de faire la liste de tout ce que je peux faire. Et alors, est-ce que cette liste s'allonge au fur et à mesure de vos réflexions ? Elle avance. Je définis au fur et à mesure, mais bon, c'est pas... Ça ne veut pas être immédiat, ça demande de la réflexion. Bien sûr. Une certaine maturité, même pareil, accepter la situation d'avant, qu'elle reste pas là dans un coin de la tête. Ça met en colère aussi. Bien sûr. Alors, vous voyez, c'est intéressant parce que vous évoquez la colère. Tout à l'heure, la première auditrice que j'avais, Angèle, évoquait également sa colère. Souvent, la colère à l'égard de l'autre est une colère qui est contre soi, tournée contre soi et sa propre impuissance. Et ce à quoi on se réduit, c'est-à-dire qu'on bouillonne à l'intérieur et on se tire une balle dans le pied d'une certaine manière, au lieu de voilà. Exactement. Au lieu de voir quelles sont nos aptitudes, c'est toujours douloureux de perdre des capacités. C'est toujours extrêmement douloureux. Et je vous disais, vous êtes trop jeune pour vous dire, bah voilà, c'est normal. Quand aussi on a 90 ans, 95 ans et que tout d'un coup le dos se fragilise, bon bah d'accord. Mais 45... Il faut bien que je l'accepte pour avancer. Exactement. Donc Exactement. Donc, c'est toujours une rencontre avec soi qui est difficile, mais où vous en voulez à ce corps de ne pas répondre à votre demande. Alors, attendez, vous entendez la petite musique, Anne ? Nous allons faire une toute petite pause et je vous retrouve tout de suite après. Hein ? D'accord. À tout de suite. Laissez vos messages à la libre antenne d'Europe 1 au 39 21, 50 centimes la minute. Elle accompagne vos nuits. La libre antenne, Catherine Blanc sur Europe 1. Vous êtes sur la libre antenne. Le numéro de téléphone, c'est le 39 21 et je vous accompagne ce soir jusqu'à 1h du matin et encore demain. Et vous retrouverez Caroline Dublanche mercredi. Anne ? Oui, je suis toujours là. Bonjour. Alors Anne, donc vous me parliez de la difficulté que vous aviez avec votre fille de 17 ans qui prend son envol avec perte et fracas, agressivité, culpabilisation,
comme elle peut en fait, puisque les enfants ont besoin de s'opposer quand il y a trop de proximité et trop de devoirs qu'ils se sont imposés eux-mêmes dans leur lien à leurs parents et là en l'occurrence à sa maman et à la relation de protection réciproque que vous avez entretenue l'un avec l'autre. Et donc comme nous le disions avant de nous arrêter pour la pub et le journal, ce que vous me demandiez, comment l'aider, et en fait le meilleur moyen pour l'aider, je vous disais que c'était de la libérer d'une certaine manière de son devoir de fidélité et de son devoir de protection, parce qu'il l'encombre et parce qu'il n'est pas légitime, puisque c'est vous la maman et pas elle. Et donc vous me disiez que toute la difficulté, c'était effectivement, même si vous ne la culpabilisez pas, même si vous ne l'empêchez pas de partir ou vous ne l'envahissez pas, le fait est qu'à votre insu, elle sent la fragilité de sa maman, elle sent la souffrance de sa maman, elle sent la solitude de sa maman, elle sent Je suis pas seule, j'ai un compagnon, on vit pas ensemble, mais je suis pas seule. D'accord, très bien. Avec quelqu'un qui ne fera jamais mal. D'accord, voilà, c'est ce que j'allais vous dire. Est-ce que c'est un homme bienveillant avec vous? Avec quelqu'un, voilà. Après, je prends mes distances. Moi, je me méfie maintenant. Alors, mais ça se passe bien, elle le connaît, il n'y a pas de souci. D'accord, donc évidemment il y a chat échaudé craint l'eau froide, donc évidemment vous le tenez un peu à distance. Et alors le problème c'est qu'elle, il faut qu'elle ne soit pas échaudée justement et qu'elle puisse aller tambour battant vers l'amour, au risque bien sûr des griffures de l'amour, des accidents de parcours, mais si on n'y va pas le cœur battant, on loupe beaucoup de choses. Donc il vous faut petit à petit reprendre confiance, non pas en cet homme mais en vous-même, parce que c'est vivre les choses intensément, quitte à devoir après se récupérer le cas échéant, mais les vivre intensément pour ne pas les passer à côté. Et alors donc nous parlions tout à l'heure de votre travail, et un travail que vous n'avez plus aujourd'hui puisque des problèmes de santé vous empêchent de le faire, et que vous me disiez faire une liste de toutes vos capacités pour pouvoir envisager un autre travail. Et je crois que c'est peut-être là-dessus qu'il vous faut communiquer avec votre fille, lui dire que elle n'a pas à se charger de quoi que ce soit, elle n'est pas obligée de vous agresser pour partir puisqu'il est normal qu'elle prenne son envol, elle n'est pas en devoir de vous protéger, de toute façon vous êtes assez grande malgré vos souffrances pour apprendre à vous protéger mieux que vous ne l'avez fait dans le passé, et qui plus est, vous avez un homme dont vous êtes amoureuse et qui vous aime avec bienveillance, et que donc elle n'a pas à se sentir coincée là-dedans. Donc lui dire, ça ne veut pas dire que vous serez toujours crédible, bien sûr Anne, parce que peut-être que à votre insu, vous êtes pleine de tendresse, de douceur et de mon bébé, et que tout ça, évidemment, c'est un double discours que vous pouvez avoir certainement, mais plus vous verbalisez que c'est normal qu'elle parte et qu'elle n'a pas besoin de claquer la porte pour le faire, elle peut refermer tout à fait tranquillement la porte, et elle est libre de vous raconter ou pas vous raconter ce qui se passe dans sa vie par ailleurs. Elle me raconte tout. Eh bien voilà, parfois il faut peut-être lui dire, écoute ma chérie, ne me raconte pas. J'ai pas besoin de tout savoir, mais je lui dis ça. Et alors, que vous dit-elle quand vous dites ça? T'es ma maman, je compte sur toi. Et chez moi, il y a des choses qui ne me concernent pas. Si à part ton équipe psychologique, tes amours, effectivement, tu peux me dire certaines choses, mais pas tout, quoi. Elle me dit tout. C'est là où je trouve que c'est toute son ambivalence en fait, c'est-à-dire que d'une certaine manière elle est capable de vous raconter tout, donc j'entends bien de son intimité, alors que oui, pardon. Je m'en passerai, ça me... Bien sûr. Vraiment, j'ai pas envie de savoir. Eh bien, il faut lui dire, je ne veux pas savoir ça, ma chérie. Je veux savoir si on te fait du mal, je veux savoir si tu te sens en difficulté, je veux savoir si tu te questionnes, bien sûr, mais je ne veux pas savoir ce qui se passe dans l'intimité de ta relation amoureuse, parce que justement, après, plus elle partage ça, plus elle vous mettra à l'écart ensuite. J'ai l'impression d'être une espèce de... Elle me paraît comme une de ses copines, quoi. Et j'ai pas non. Par contre, elle se rappelle bien quand elle m'envoie promener que je suis pas une copine, quoi. C'est ça, mais elle veut, encore une fois, elle veut garder le lien de grande intimité et de fusion, éliminant tous les hommes, puisque vous, le vôtre, n'est pas au quotidien à côté de vous et le sien non plus. Donc vous êtes tout d'un coup, toutes les deux,
en fusion. Et puis après, bien, elle vous en veut de cette fusion, parce que pour pouvoir aimer cet homme, pour pouvoir vivre paisiblement sa vie de femme auprès de cet homme, eh bien, elle déteste votre seule présence, votre seule existence, mais qu'elle crée elle aussi. Et donc, elle a 17 ans, elle fait les erreurs d'une jeune fille de 17 ans, et d'une jeune fille de 17 ans avec la vie qui a été la sienne avec vous, et les accidents de parcours, et la violence que vous avez toutes les deux subie par son papa et votre mari ou compagnon de l'époque. Et ceci étant, elle a donc, j'allais dire, non pas qu'elle soit pas responsable, mais elle a ses 17 ans quand vous en avez 45, et que c'est à vous. Elle est capable de faire des choses absolument quand même particulières, parce que moi c'est pour ça que je suis un peu perdue dans tout ça. Et qu'une fois, elle savait très bien que son amie allait venir. Du coup, on était toutes les deux pour son bac, elle a besoin que je l'aide, voilà. Je t'explique, et finalement, il faut que tu sois avec moi. Ok, je suis là, littéralement, ok. Son amie arrive, mais elle l'a exclue, en fait. Oui, c'est ça. On s'est bu toutes les deux. Moi, je dis, là, il y a peut-être un souci, quand même. J'encourage pas cette bulle. Non, et il faut pouvoir non seulement le ressentir, mais pouvoir lui dire délicatement, pour pas le dire directement devant son ami, pour que ça ne soit pas récupéré et créer une tension, en disant ma chérie, je crois que là ça n'est plus le moment. Maintenant, je vous laisse tous les deux, et il faut pouvoir accepter de sortir de ça vous-même. Moi, je m'efface. Mais il faut. Le problème, c'est que là, elle m'a pas laissé. C'est arrivé une fois, les autres fois, moi, je m'efface. Je suis des amis, voilà, mais sans s'effacer. Voilà, c'est pas tellement. Vous avez raison, je comprends ce que vous voulez dire, mais je me permets de revenir simplement sur le mot s'effacer, parce que vous n'avez pas à être effacé. Vous êtes une personne, vous n'êtes pas un mot que l'on gomme. Vous existez, vous êtes simplement pas toujours à la place où il faudrait, où elle ne vous met pas toujours à la bonne place, et donc il faut pouvoir dire là n'est pas ma place, et je vous laisse tous les deux maintenant, et je suis à ta disposition si tu as besoin d'aide pour telle et telle chose, mais pour l'heure je sors de cette relation. Tu es en relation avec ton ami, tu as à construire ta relation, et pas mettre ta maman au milieu. Ce d'autant plus qu'après tu n'es pas bien avec ça, ce qui fait ton agressivité. Parce qu'il faut bien comprendre que le but de ce qu'on est en train de se dire, c'est pas seulement pour vous protéger de l'agressivité de votre fille, c'est aussi parce que votre fille, dans ses colères, elle se fait du mal. C'est-à-dire que quand elle est agressive avec vous, ça va nourrir après une culpabilité. C'est-à-dire qu'elle veut très fortement fusionner avec vous, puis après, elle n'arrive pas à en sortir, donc elle est obligée de mettre une opposition forte. Exactement, en claquant la porte. En faisant ça, elle agit avec violence. Du coup, ça réveille la violence paternelle. Du coup, ça lui fait peur d'être contenante de cette violence. Et donc, du coup, elle revient et fusionne et câline à nouveau avec vous pour réparer la violence qu'elle a agi. Et elle est coincée là-dedans. Donc, pour l'aider à sortir de ça, c'est pas pour simplement votre confort, outre le fait qu'elle a à être respectueuse de sa maman, bien sûr, et que c'est important d'apprendre le respect. Pardon ? J'ai de l'aide de moins en moins pour le coup, parce que du coup, effectivement, j'arrive pas à verbaliser, à trouver des bonnes... Oui, alors, et justement, faites attention de ne pas faire de votre fille la violence que vous avez que vous avez déjà subie par son papa, et de vous retrouver dans une situation de victime comme avec son papa. Donc, il est important, très important, que vous restiez droite et claire et ferme et aimante, parce que aimer quelqu'un, c'est pouvoir lui dire qu'on ne le laisse pas dépasser des bornes. Et on n'aime pas les gens à tout prix. On les aime pas, même s'ils vous piétinent, même s'ils vous bousculent, encore moins s'ils vous battent ou vous agressent. On les aime, parce qu'on les aime, on leur empêche de faire ce genre de choses, parce que sinon on les réduit à l'état de bourreau ou de tyran, et on se réduit à l'état de victime. Et ça, c'est extrêmement important. Donc, pour vous-même, par respect pour vous-même, et puis aussi, faut-il comprendre qu'est-ce qui fait que j'ai vécu avec un homme avec qui j'ai eu 2 enfants, et un homme qui était capable de violence. Alors ça s'est peut-être passé qu'une fois, ou peut-être c'était la fois de trop. Mais qu'est-ce qui fait que j'ai... Pardon ? C'est celle qu'elle a vue. C'est la seule qu'elle a vue, mais ça s'est passé plusieurs fois.
Oui. Voilà, donc qu'est-ce qui fait que je suis capable de rester avec un homme qui me fait du mal, qui me bat, ou qui est violent verbalement, qu'importe. De toute façon, même si les coups sont... La violence, c'est la violence. Voilà. De toute façon, même si elle n'était que verbale, ça n'est pas acceptable. Donc, qu'est-ce qui fait que je peux laisser quelqu'un se permettre de me parler comme ça? Votre fille a vu cette scène conjugale violente et a été prisonnière de cette scène. Vous savez, elle s'est interposée. Hein. Elle a été... Oui, elle a été au milieu, puis elle a reçu... Elle s'est fichue, oui, elle s'est mise entre nous deux. Voilà, comme le font assez volontiers les enfants, c'est-à-dire que tout d'un coup, ils prennent parti parce qu'ils s'immiscent dans le couple. Et ce que ça symbolise, de voir une scène entre les parents. Et du coup, elle a été coincée là-dedans. C'est-à-dire que maintenant, elle est où comme maman, donc fusionnelle avec maman, où elle se retrouve, parce que son papa reste son papa, et elle se retrouve tout d'un coup avec des accès de violence qui lui font penser qu'elle a du gène paternel qui ressort. Alors qu'évidemment, rien n'est génétique dans tout ça. Si ce n'est que... Et du coup, ça peut lui faire peur, d'où l'importance de l'en empêcher. C'est-à-dire qu'un enfant s'apaise quand on l'aide à se recadrer. Et pour ça, il faut que vous sortiez de votre propre position de victime de votre propre situation, de victime de vos douleurs, qui racontent un peu comme si vous aviez été roué de coups, parce qu'avoir des problèmes jusqu'à ne plus pouvoir faire votre métier par des douleurs importantes de dos, c'est un peu comme si on vous avait tapé dessus. Donc votre symptôme raconte aussi, même s'il n'a rien à voir avec l'histoire et que ce n'est pas à cause de ça, il raconte aussi les violences subies. Il vous réduit à une posture de victime. Et c'est important pour vous que vous vous redressiez, j'emploie ce terme volontairement. Ah non, mais j'entends très bien. Voilà. Et du coup, appuyer. Je ne suis pas brisée. J'ai des potentiels et pouvoir découvrir ce que ces potentiels ouvrent de liberté, ouvrent d'épanouissement à la femme et à la mère que vous êtes, et interdire votre enfant d'agir de la sorte, ni dans le partage d'une intimité comme si il y avait 3 personnes dans la chambre à coucher d'une certaine manière, ni ensuite une violence qui s'apparente aux images qu'elle a pu recevoir de la part de son père. Et c'est son père, ça n'est pas elle n'est pas animée de ça. Ça me parle beaucoup. Bien, tant mieux. Tant mieux, parce que justement, il en va vraiment de la liberté, la vôtre. Il faut d'abord... Voilà, bien sûr. Et puis aussi pour votre relation avec votre compagnon actuel, c'est important pour que ne se joue pas soit un homme qui prendrait le même axe que le précédent, ce qui n'est pas le cas, me dites-vous. Non, soit... non, par contre, je suis pas en copier-coller là. Voilà, très bien. Voilà, et il ne faut pas non plus qu'il soit un infirmier. C'est important parce que sinon vous seriez toujours victime. Exactement le contraire. D'accord. Il est violent, non, je saurais comment le décrire, mais non. Il n'a pas d'enfant, donc il ne comprend pas tout. Mais... Il a un regard très extérieur et bienveillant de toutes les manières. Eh bien, profitez de ce regard pour vous en inspirer, et qu'il ne soit pas le seul à avoir un regard bienveillant sur vous, mais vous-même sur vous-même, Anne, pour vous bâtir, et profitez justement que votre enfant doit partir. Pour non pas la mettre dehors, mais l'aider à cet envol. Mais qu'elle puisse le faire sereinement, quoi. Exactement. Mais elle ne pourra jamais le faire aussi sereinement que quand vous aurez vous-même, vous serez occupé à vous, suffisamment occupé pour qu'elle ait plus besoin d'être occupée elle-même, vous concernant. Ou en tout cas, mais elle s'est chargée toute seule, c'est pas vous qui lui avez demandé. Elle s'en est chargée toute seule et il faut que vous l'en déchargiez en lui interdisant l'accès à votre intimité et à votre cheminement. Voilà, Anne. D'accord. Merci beaucoup. Je vous en prie. Prenez grand soin de vous. Grand soin de vous. Je me laisse pas tomber. Et profitez, vous savez, parfois dans la vie, il faut profiter de nos symptômes pour voir qu'il est urgent de prendre soin de soi. Beaucoup de gens, à l'occasion de maladies graves, voire mortelles, réalisent l'importance de la vie et l'importance de vivre. Eh bien, ne vous imposez pas des choses plus graves encore. Goûtez à la joie d'être vivante et pleine de capacités malgré tout.
du bien, de la gentillesse. Je vais prendre soin de moi. Prenez soin de vous, oui, je vous en prie. Merci beaucoup. Je vous souhaite une très très douce soirée. Au revoir. Moi également. Au revoir. Au revoir. Laissez vos messages à la libre antenne d'Europe 1 au 39 21, 50 centimes la minute. Sur Europe 1, Catherine Blanc vous écoute et vous accompagne. Bonsoir Julia, eh bien il me semble que ce disque est tout à fait opportun. Oui, bonsoir. Merci de prendre mon appel. Mais je vous en prie. Alors dites-moi, vous vouliez parler d'amour et de difficultés dans ce qui vous concerne. Eh bien pour moi, c'est que des difficultés, l'amour, déjà. Oui. J'ai du mal même, je me demandais comment j'allais vous raconter l'histoire et en fait j'ai du mal à la comprendre moi-même. À la synthétiser et parce qu'à la comprendre. Ouais, mais parce que c'est toujours la même chose. J'ai du mal à me sortir d'une situation. Et là, j'ai une relation dernièrement qui n'a pas duré longtemps. En plus, c'est un peu ridicule, mais ça a duré 1 mois en tout. Et depuis 2 mois en tout, du coup, là, j'ai perdu pied complètement. Et c'est toujours ce qui me fait perdre les relations sentimentales. Alors, justement, essayons de voir un peu, puisque ce que vous dites est important, c'est que c'est toujours la même chose. Alors, quand c'est toujours la même chose, ça a le mérite au moins de nous donner une bonne indication, c'est que ce qu'on peut comprendre dans une situation permet d'éclairer les autres. Donc, peu importe ce qui s'est passé dans les autres situations, donnez l'exemple de la dernière ou de votre choix pour essayer de comprendre ce qui échoue. Qu'est-ce qui fait qu'une relation que vous démarrez ou n'aboutit pas, se solde par quoi? Qu'est-ce qui en fait la rupture? Qu'est-ce qui fait que vous ne la vivez pas, ne l'habitez pas ou que l'autre la fuit? Dites-moi. En fait, j'ai rencontré cette personne donc, sur un site de rencontre. Au mois de janvier. J'avais j'étais assez bien dans ma vie à ce moment-là. J'ai beaucoup grossi ces derniers temps parce que j'ai arrêté de fumer, donc c'était un problème, mais c'était à peu près le seul problème. Et j'ai rencontré en vrai que au mois d'avril. J'avais pas très envie de le rencontrer. Alors, parce que vous vous sentiez pas bien dans votre peau, dans votre corps, c'est ça? Ouais, parce que je me sentais pas bien dans mon corps et que je me disais, en même temps, je vais bien, j'ai pas trop envie d'être perturbée. Et en même temps, je parlais avec d'autres personnes sur ce site de rencontre et j'avais pas d'urgence, quoi. Et c'est important quand même, physiquement, je suis toujours sortie avec le même genre de personne et lui, il ressemblait pas du tout à ça. Et pourtant, quand je dis à ça, c'est pas péjoratif, mais ils ont un profil un peu. Et pourtant, je me disais qu'il me plaisait quand même. Et quand je l'ai rencontré le premier soir, c'était un peu physiquement, c'était pas du tout mon genre, mais par contre, il avait tout le reste. J'ai énormément rigolé et du coup, ça m'a vraiment plu. Et mais pourtant, dès le premier soir, j'ai eu des réserves. C'est-à-dire ? Je me suis méfiée de lui dès le premier soir. Je me méfie beaucoup des hommes et j'ai pas du tout confiance en eux et je me suis méfiée de... J'ai cherché un peu quels pourraient être ses défauts et qu'est-ce qui pourrait faire que je tombe pas amoureuse de lui ou que ça marche pas. En fait, vous essayez de vous convaincre que, d'une certaine manière, vous ne laissez pas la relation advenir. Tant que vous conversez à distance, vous êtes protégé par la distance. Et dès lors que vous êtes en face à face, vous présumez déjà vous cherchez toutes les raisons qui vont justifier que ça ne peut pas fonctionner et que le poteau rose va être dévoilé et que l'autre n'est pas à la hauteur ou que l'autre vous ferait du mal ou que l'autre ne serait pas fiable ou que l'autre vous mentirait, etc. Ouais, donc ça va encore se passer comme d'habitude. D'accord. Et vous comprenez, Julia, que plus on écrit que ça va se passer, plus il y a des chances que cela se passe.
Maintenant, je commence à comprendre, mais le problème, c'est que moi, je comprends toujours les choses trop tard. Vous savez, au moins, vous les comprenez à un moment. Mais, permettez-moi de rire parce qu'il faut qu'on ait un peu d'humour dans sa vie sur soi-même. Mais oui, c'est-à-dire que c'est comme si vous vous enfermiez dans une préécriture de la relation. Et certainement qu'en plus les réseaux sociaux en rajoutent, puisque dans la mesure où vous contactez quelqu'un par ce biais-là, on peut encore plus imaginer, projeter, laisser couler le temps, avoir le contrôle de la situation ou un certain contrôle de la situation, puisque je lui parle, mais je parle à un autre, et puis je fais poireauter, puis j'attends, puis je suis pas encore prête, je le ferai un autre jour, etc. Donc vous êtes beaucoup dans le contrôle, et dès que se fait la rencontre, voilà, pour le coup, l'autre va jouer sa partition, l'autre va dire son propre texte et pas écrit par vous. Oui. Donc évidemment, c'est là que vous vous mettez en mode inquiétude, en mode stress. Ouais. En fait, non. Pas tout de suite. D'accord. Parce que d'abord, pendant peut-être une semaine, pour moi, une semaine, ça semble 6 mois, mais pendant une semaine, je me suis dit, je vais laisser faire la relation parce que ça se trouve, il va pas me plaire, il faut que je sache s'il va me plaire. J'étais vraiment concentrée sur moi, en fait. Mm-hmm. Et après, on s'est vu quelques fois. On s'est vu 3-4 fois dans la même semaine. Je savais toujours pas s'il me plaisait. Mais par contre, je jouais je dis volontairement je jouais parce que c'était pas aussi clair que ça, mais quand je suis face à l'autre, je dis des choses que je pense pas forcément, mais que je sais pas pourquoi je les dis en fait. C'est parce par que exemple, vous lui dites ce que vous pensez qu'il aimerait entendre, qui n'est pas ce que vous pensez. Pas tout à fait, parce qu'en même temps, parce que je lui faisais croire que j'étais hyper attachée à lui, ce qui n'était pas si évident. Et quelque part, je me disais, si tu lui dis ça fait que quelques semaines que vous voyez, il va fuir, ne lui dis pas, et hop, je le dis. Vous voyez ? Et il fuit ? Oui. Donc, je me dis, il ne faut pas que je dise quelque chose parce qu'il va fuir. Et ce quelque chose, ce n'est pas quelque chose que je pense, que je garde pour moi, mais quelque chose que je ne pense pas, mais que je dis quand même. Et il fuit. Pour le faire fuir. Ouais. Donc, et après ça, il y a un autre mécanisme, c'est que du coup, je rentre là-dedans et je dis... En fait, là, à partir de là, j'ai déraillé. Donc, c'est-à-dire que déjà, je suis triste toute la journée. Là, après, je peux plus travailler. J'ai plus aucune énergie. À part, j'envoie des textos. Et là, je pense que je harcèle. C'est bien de le verbaliser. Parce que je voudrais réparer, en fait. Mais en fait, j'y arrive plus. Donc, je passe par toutes les émotions. Ça m'échappe. Donc, je lui dis qu'en fait, je suis hyper attachée à lui, mais qu'en fait, je suis pas amoureuse de lui, mais qu'en fait, j'ai pas non plus envie d'être son amie, mais qu'en fait, il faudrait qu'il trouve une solution, en fait, pour me sortir de cette souffrance, quoi. Et lui, évidemment, il y comprend pas grand-chose et il se retrouve dans un truc très compliqué pour lui qui fait qu'il part encore plus. Oui, il fuit plus et il répond à un texto sur 8 qui sont des textos assez... je pense qu'il fait ce qu'il peut, en fait. Et je suis pas sûre d'écouter ce qu'il dit, en plus. Parce que quand j'ai fait lire à une copine tout à l'heure, parce que je m'en sortais plus, elle m'a dit, il veut être ton ami et tu veux pas être son ami, donc c'est fin de la discussion. Mais moi, je comprends pas qu'il me dit ça. J'ai l'impression que, dans le fond, il me dit, calme-toi et on verra. Mais c'est possible que ce soit pas ça. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Si, je crois comprendre ce que vous me dites, c'est-à-dire que, en tout cas, pas tant dans les détails, parce que ce qui m'importe, c'est comprendre les mécanismes, c'est-à-dire que finalement, vous partez du principe que l'autre va vous fuir, vous mettez tout en œuvre, tout en le sachant d'ailleurs, vous mettez tout en œuvre pour dire les mots potentiellement anxiogène ou en tout cas trop avancé, ce qui fait que l'autre fuit. Et puis quand l'autre fuit, vous lui courez après sans être tellement dans le souhait de la relation, mais en tout cas de la réparation de l'image que vous avez laissée de vous, si je comprends bien. Et ouais, tout à fait. Parce que je suis même pas sûre de vouloir qu'il revienne.
Mais la douleur de me dire que encore une fois, on m'aime pas, c'est tellement horrible que en fait, je perds les pédales, j'ai honte, mais parce qu'en plus dans ma vie de tous les jours, je suis pas du tout comme ça. Et quand ils me rencontrent, ces hommes-là, je pense qu'ils voient quelqu'un de responsable et de. En plus, j'ai quand même un boulot avec des responsabilités et je suis quelqu'un qui aime beaucoup rire, donc en fait, ça s'entend pas, mais on a le droit aussi de pleurer, vous savez. Ouais, mais je pleure pas mal, mais en tout cas, je dégage pas ça. J'ai l'air assez solide et je pense qu'ils m'aiment bien pour ça parce que j'ai l'air légère et solide et en fait, pas du tout. Alors, je voudrais vous poser une petite question. Dans votre vie de petite fille, dans votre lien avec votre maman, dans votre lien avec votre papa, l'un ou l'autre, ou les deux peut-être, vous avez été une enfant comment ? Vous avez été tranquille dans vos relations Non. Ni l'un ni l'autre. Voilà. Mes parents, ils sont tous les deux très très angoissés. Oui. Et en plus, je suis née dans un contexte où ma mère, elle avait très très peur que mon père ne m'aime pas. Et vous avez été le bébé qui les a... Enfin, elle avait peur qu'il ne l'aime pas et qu'il parte, c'est ça ? Non, elle avait peur qu'il ne m'aime pas moi. Ah, qu'il ne vous aime pas, d'accord. En fait, déjà, je pense que je suis née dans un moment où leur couple allait pas très bien, mais surtout, la mère de mon père, elle est morte 3 semaines avant ma naissance. Et ma mère voyait que mon père perdait pied et du coup, elle avait peur que... Il ne soit pas en capacité à vous aimer. Ouais. Donc vous voyez, Julia, c'est de ça dont il s'agit. C'est-à-dire que dans votre construction de petite fille, les arcanes de votre histoire, ou plus primitifs de votre histoire, eh bien, il y a ce que votre mère projette d'inquiétude, à savoir que votre père ne soit pas en aptitude de vous aimer parce que trop dans la souffrance d'avoir perdu sa mère. Et c'est comme si vous aviez enregistré cette idée de vous, que vous n'êtes pas suffisamment bonne, suffisamment intéressante, suffisamment source de curiosité et de possible pour que l'on vous aime, puisque on est tout à un autre amour autre combien plus fort, à savoir l'amour d'un fils pour sa mère. Et votre mère, dans ce cas-là, au lieu de compenser, elle est dans une inquiétude quant à son mari et quant à peut-être l'impossibilité qui serait la sienne de se redresser. Donc c'est une maman qui met au monde un enfant sans être en capacité, mais c'est pas contre vous, en capacité elle-même d'une disponibilité pour être généreuse d'elle et pour vous nourrir de ses attentions et de son regard, outre son lait, et un papa qui est dans le deuil, qui est dans la douleur de sa vie et dont on présume qu'il ne sera pas en capacité à vous aimer. Et donc ces deux lectures qui sont à l'origine de vos premiers temps de vie, qui d'ailleurs ne sont pas que le reflet de la réalité, qui sont déjà une interprétation subjective de la part de votre maman par exemple, et une lecture que l'on peut avoir du contexte dans lequel vous êtes né, parce que certes, vous êtes né quand votre grand-mère paternelle est morte, mais on pourrait aussi y voir que quand la mort s'annonçait, la vie s'imposait, et que donc vous êtes la force de vie. Donc selon que l'on regarde l'histoire du point de vue de je n'ai pas de disponibilité parce que ma mère est morte, ou dixit en tout cas votre mère, parce que ma mère est morte pour t'aimer toi mon enfant, on peut aussi voir alors que la vie s'enfuyait, tu es arrivé et tu as été la vie qui s'impose, la jeune vie pleine de dynamisme. Donc vous voyez que finalement on fait parler des gens qui ne parlent pas toujours eux-mêmes d'eux-mêmes, et vous êtes réduite à une lecture alors qu'il pourrait y en avoir d'autres. Ouais, mais je cherche à être plutôt l'autre en fait, mais j'y arrive pas. Ben oui, parce que je crois que il vous faut peut-être pouvoir laisser à votre mère d'abord peut-être exprimer à quelqu'un qui soit en dehors de tout ça, peut-être un psy ou. Ouais, j'ai vu longtemps un psy. Là, j'avais arrêté parce que justement ça allait bien. Ça allait bien parce que j'étais toute seule. D'accord, moi c'est déjà pas mal, vous avez appris à être toute seule et être bien toute seule. Ouais. Maintenant, il vous faut arriver à être bien avec l'autre, sans présumer de cette espèce, un peu comme si, vous savez, la fée Carabosse avait dit on ne pourra pas t'aimer, on ne sera pas disponible.
Et du coup, vous croyez qu'on ne pourra jamais vous aimer alors que vous êtes en tout point aimable par ailleurs, comme vous le dites, vous êtes une fille. Mais en fait, vraiment, je suis pas sûre parce qu'en plus, à chaque fois, c'est la même chose. C'est des hommes qui ne me quittent jamais vraiment. Il faut vraiment que j'y aille, quoi, pour me faire quitter. Et par contre, ils veulent pas se mettre avec moi. Et après, ils rencontrent quelqu'un. Et après, là, c'est toujours la même chose. La fille d'après, c'est la bonne. Vous avez un frère, une sœur ? J'ai une sœur. Voilà, la fille d'après. Alors pour le coup, c'est plutôt la fille d'avant ma sœur, mais ouais. C'est-à-dire que c'est comme s'il y avait une autre qui, elle, pouvait avoir les suffrages et vous pas. Et il faut que vous sortiez de ça, Julia. Et pour sortir de ça, d'abord, ce n'est pas après votre... Alors, on cherche tous nos parents, bien sûr, dans les amours que nous créons, dans notre vie, vers lesquels nous tendons. Mais c'est vraiment important que vous réalisiez que vous seriez tenté de répéter toujours la même chose, d'aller chercher toujours un même type d'homme qui raconte toujours une même histoire. Et d'ailleurs, il la raconte non pas parce qu'il la connaît, cette histoire, parce que vous lui induisez cette histoire. C'est ça ma question, parce qu'en fait... mes amis et tout me disent que c'est pas de ma faute, mais moi je sens au fond de moi que c'est de ma faute. Oui, alors il n'est pas question de dire votre faute ou pas votre faute, mais c'est votre partition qui se joue, oui. Et qui se joue, évidemment qu'en face, il se joue aussi une partition, bien évidemment. Mais il n'est pas question de dire, en effet, quand vos amis disent que ce n'est pas de votre faute, ce n'est pas de votre faute que votre grand-mère soit morte, ce n'est pas de votre faute que votre père n'ait pas eu la disponibilité ou la tranquillité pour vous accueillir. Ce n'est pas de votre faute que votre mère soit une anxieuse, préoccupée par la sécurité de son lien à son mari. Tout ça, ça n'est pas de votre faute. Ceci étant, ce que vous jouez aujourd'hui dans vos relations avec les uns et les autres, qui sont choisis à la fois complètement au hasard et un hasard tout relatif, puisque nous avons une capacité intuitive à savoir à qui nous avons affaire et comment nous allons pouvoir amener l'autre à jouer une partition que nous ne connaissons que trop bien. À ce titre, vous n'êtes pas fautive, mais active et à ce titre responsable d'une part du fonctionnement. Et en voulant vous épargner gentiment, en vous disant que ce n'est pas de votre faute, vous restez le jouet du hasard. Or, justement, vous n'êtes pas le fruit du hasard. Vous êtes une femme qui peinait à se donner le droit d'être autre chose que le début de votre histoire d'enfant et qui du coup rejouait régulièrement cette même histoire. Et tant qu'on vous dira pas de votre faute, eh bien vous serez dans l'attente de celui qui pourrait vous aimer enfin, alors que vous œuvrez tout à fait incidemment. Ça sort plus vite que vous ne pensez, plus vite que vous ne réfléchissez. Vous vous dites non, il faut pas lui dire, et hop, vous lui dites, comme si vous ne pouvez pas sortir de ce cercle vicieux dans lequel vous vous étiez enfermé. Non, c'est ça. Et vraiment, Julia, je vous invite, puisque vous n'êtes pas allergique à l'idée, que vous avez déjà fait une démarche psy, ne serait-ce que pour essayer de fouiller un peu ce point. Alors, ou par le biais de la psy, si vous êtes familière et tranquille avec cela, et puis que vous avez l'envie de recréer le lien avec le thérapeute ou la thérapeute que vous étiez allé voir. Mais sinon, de toute façon, en mesurant aussi, au travers des tas d'activités qui peuvent être les vôtres, votre compétence et votre regard sur vous, changer ce regard sur vous, pas le fabriquer, le changer dans votre façon et la façon d'accueillir les uns et les autres, en n'étant pas à la fois une enfant distante et à la fois une enfant qui quémande un amour qui ne vient décidément jamais. Donc je crois que vous avez raison quand je crois que vos amis cherchent à vous faire du bien quand elles vous disent que ce n'est pas de votre faute, et je crois que vous avez raison de dire que ce n'est pas complètement exact. Il n'est pas question de vous jeter la pierre, mais c'est le seul moyen, en voyant votre responsabilité, c'est le seul moyen que vous ayez à envisager que vous puissiez fonctionner autrement. Tant qu'on considère que c'est du fait de l'autre, on est à la merci de l'autre et du monde. Et c'est extrêmement anxiogène. Quand on réalise que on écrit les choses avec beaucoup de maladresse ou beaucoup de finesse pour se faire du mal, devrais-je dire, eh bien à ce moment-là, on se dit que cette finesse peut être au service d'autre chose, et donc on peut se donner les moyens de se reconsidérer et justement de sortir presque de cet état pulsionnel d'enfant qui fait tout et son contraire et passe son temps à se faire souffrir.
Ah, bah, c'est exactement ça. Bon, là, le problème, c'est que j'ai travaillé 10 ans en psychanalyse sur cette question, que j'ai changé énormément de choses et que là, je sais pas si c'est lié, mais là, ça m'a pété à la figure, si je puis dire. Parce que mon père, je sais pas si c'est lié, mais mon père, il est malade. On lui a détecté un cancer. Voilà. Quand j'étais à l'autre bout de la planète. Et là, la personne que j'ai rencontrée, j'arrêtais pas de dire on dirait mon père. Et même physiquement. Et en fait, là, c'est extrêmement violent. C'est-à-dire que les autres fois, ça me dure. Mais oui, un peu, mais là... Je crois que vous avez répondu quand on dit je ne sais pas si c'est un lien. Je pense que vous savez très bien, puisqu'on vient de parler de lui, qu'on vient de dire combien c'est dans son lien à lui et l'idée que vous vous faites de son incapacité à pouvoir vous accueillir et vous aimer. Encore une fois, ça c'est une écriture déjà qui a été faite par votre maman et pas nécessairement par la réalité. Lui, il dit que c'est pas du tout vrai. Voilà, donc c'est important. Et là, il se trouve que comme il est malade et avec une maladie potentiellement mortelle, tout d'un coup, vous avez la peur de sa mort. Et donc, se rejoue et se réveille l'idée que vous puissiez être dépossédé de son amour. Et donc, vous répétez ce schéma-là. Et c'est ce qui a déclenché, ça a été un peu le déclencheur de ce qui est encore à faire grandir. Alors ne vous découragez pas, il n'est pas question de faire toute votre vie durant de la psy. Parfois, il faut changer aussi de méthodologie pour que ce soit des choses un peu plus... La psy est intéressante quand elle permet de tranquillement faire advenir les choses, mais elle est aussi intéressante quand elle est un peu plus pushy, qu'elle permet de mettre le pied à l'étrier pour faire l'expérience de nouvelles aptitudes. Mais sinon, toute votre vie durant, vous allez devoir régulièrement ressolliciter la compréhension que vous avez de votre histoire pour pouvoir justement reconsidérer votre positionnement. Et c'est souvent à l'occasion d'anecdotes, parfois tout à fait banales, parfois extrêmement douloureuses, comme la maladie de votre papa, et bien que ressurgissent les points sur lesquels nous devons encore travailler. Alors quand je dis encore travailler, encore une fois, ce n'est pas un abonnement chez le psy, c'est travailler avec nous-mêmes, c'est en conscience, se voir faire et se voyant faire, se permettre de se corriger. Donc donnez-vous ce droit-là, Julia, d'une manière ou d'une autre, accompagnée ou non. En tout cas, vous y voyez, me semble-t-il, finalement assez clair, contrairement à ce que vous me disiez tout à l'heure. Oui, c'est parce qu'en fait, je vois ce que je dois faire, mais je fais tout ce que je veux pas faire. Du coup, c'est un peu compliqué, quoi. Oui, c'est-à-dire je vois ce que je devrais et je fais tout l'inverse. Ouais. Et je me propose l'inverse, c'est-à-dire que je suis plus dans un mécanisme d'autodestruction que de réparation. Ouais. Alors tout à l'heure, je parlais de la psy, mais ça pourrait être une séance d'hypnose, par exemple. En plus, ça avait bien marché pour moi pour la cigarette. Et ben voilà, peut-être 3 séances d'hypnose, parce que ça va souvent par 3, sur ce sujet, ce droit à vous reconsidérer et à réparer l'image que vous avez de l'accueil qu'on a pu faire à cette petite fille, peut-être une hypnose humaniste par exemple, pour réparer la petite fille qui est en vous et donner le droit à la jeune femme que vous êtes de s'aimer elle-même et ainsi d'être aimée. Voilà, Julien. Ok. Prenez grand soin de vous, Julien. Merci beaucoup. Je vous en prie. Passez une douce nuit et apaisez-vous. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne soirée à vous aussi. Au revoir. Merci. Au revoir. Bonne nuit à tous. Laissez vos messages à la libre antenne d'Europe 1 au 39 21. 50 centimes la minute. Europe 1. Et pour terminer cette libre antenne, je voudrais donner la parole à Sylvie qui voudrait nous faire un petit hommage. Bonsoir Catherine, bonsoir à Sylvie. tous. Et tout d'abord, plein d'amour à nos auditeurs qui sont dans le doute et qui sont intervenus de nouveau ce soir dans votre émission La Libre Antenne. Eh bien, nous prenons tout cet amour. Mille merci pour eux parce que on en a jamais trop de l'amour. On est bien d'accord.
Tristesse ce soir pour le monde de l'accordéon et pour l'annonce du départ d'Yvette Horner, Yvette qui nous a quittés aujourd'hui à l'aube de ses 95 printemps. Alors c'était une femme extraordinaire. Alors il y a beaucoup d'accordéonistes évidemment, il y a beaucoup d'hommes, il y a peu de femmes dans l'univers de l'accordéon et Yvette a été une pionnière. Je pense qu'elle a, pour moi en tout cas, je l'ai vécu de cette manière. Vous êtes vous-même accordéoniste? Non. J'ai tenté d'apprendre l'accordéon pendant quelques années, mais je n'y suis pas parvenue parce qu'après 30 ans, je crois que c'est hyper difficile la synchronisation des deux mains. Donc j'ai voulu tenter, mais non, je ne suis pas accordéoniste. J'ai eu la chance de côtoyer et j'ai la chance de bien connaître cet univers musical. J'ai eu la chance de rencontrer Madame Yvette Horner à de nombreuses reprises. Je voulais simplement dire ma tristesse. Je pense que beaucoup de Français sont extrêmement tristes ce soir. Et c'était une femme d'une liberté extrême, d'une générosité extrême et d'une ténacité extrême dans son travail. Une petite anecdote que m'avait racontée un des amis musiciens, Jeannot Perret, qui est en Suisse, qui est collectionneur d'accordéon, et pour manifester la témérité d'Yvette, alors que c'était une personne déjà qui avait atteint un très très haut niveau musical. Il y a encore, 20 ans, elle s'entraînait dans son jardin, elle prenait l'accordéon et elle courait autour de son jardin avec l'accordéon et elle répétait ses gammes. J'avais trouvé ça absolument, quand on dit travailler sans répit et sans relâche, eh bien Yvette Horner incarnait cette phrase remarquablement. Oui. Voilà. Donc une grande dame, évidemment. Donc c'est vrai que dans le monde de l'accordéon aujourd'hui, au niveau des grandes dames, il nous reste bien sûr la génération actuelle, Danielle Pouli, Dominique Émorine, des femmes de cette envergure. Mais c'est vrai qu'on a eu beaucoup de messieurs. On a aujourd'hui encore la chance d'avoir Marcel Azola, Armand Lassagne, Richard Galliano, des gens qui sont de haute volée musicale pour moi, parce qu'on a connu Yvette Horner bien sûr dans l'accordéon musette, mais il ne faut pas oublier qu'elle a fait beaucoup de classiques et beaucoup de jazz. D'ailleurs, j'espère qu'on aura la chance d'écouter entre autres ses compositions jazzistiques comme Bluesette, qui est une véritable, c'est d'une beauté exceptionnelle. Donc une grande dame, beaucoup de tristesse. Évidemment en ce qui me concerne et puis en ce qui concerne le monde de l'accordéon. Mais il y aura d'autres personnes qui prendront la relève. Bien sûr. Comme le roi est mort, vive le roi, il restera toujours justement le souffle de l'un qui est porté ensuite par l'autre. Exact. Et ça c'est assez formidable. Mais ça n'enlève rien à la tristesse de la perte, bien évidemment. Tout à fait. La beauté de la chaîne de la vie, mais effectivement, ça n'enlève rien à la tristesse. Absolument. Et aussi, c'est une occasion de se poser aussi sur cette tristesse et sur cet au revoir. Parce que on est toujours dans une course folle de voir qu'il y a toujours des remplaçants, bien sûr. Mais savoir aussi accepter le temps du deuil, le temps du vide, le temps du manque. Et l'être humain est assez peu prompt à ça. Il aime bien la nature ayant horreur du vide. On voudrait vite tout remplir et ne pas faire ce face-à-face avec le silence de l'absence. On se lève et on se remplace. Exactement. Donc laissons le temps justement à ce deuil. Et je comprends que ça puisse vous toucher particulièrement, vous qui avez évolué dans cet univers et l'avez rencontré d'autant plus. Hommage et respect en tout cas. Et merci Catherine pour vos émissions et à toute l'équipe. Vous êtes vraiment formidable. Eh bien, merci en tout cas de cette jolie note de fin pleine de tendresse et de respect pour cette femme et pour nous tous. À bientôt. Au revoir, à bientôt Sylvie. Envoyez vos SMS à la libre antenne d'Europe 1 au 7 39 21. 65 centimes plus coût du SMS. Et voilà, cette libre antenne est à présent terminée. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de vous laisser paisiblement sombrer dans le sommeil
et y faire de beaux rêves, l'expression d'une créativité que les mots de ce soir auront peut-être inspiré ou auront libéré. Et si demain, vous gardez contact avec ces rêves, mais peinez à les comprendre, alors appelez-moi sur cette même libre antenne et je serai heureuse de vous aider à les décoder. Donc nous nous retrouvons ce soir, puisqu'il est déjà presque 1h du matin, et vous retrouverez bien sûr Caroline Dublanche mercredi pour retrouver vos habitudes avec elle. Il est 1h du matin, douce nuit à vous.